Voilà, donc aujourd'hui, je vais terminer les applications du théorème de dégénérescence ou spécialisation. Je vais parler d'une application majeure qui est due à Seth Pirutka et Jinkel, qui dit que la rationalité ou la rationalité stable n'est pas une propriété ouverte lorsqu'on déforme des variétés projectives lisses. Et puis, je vais parler aussi d'une variante du critère qui est apparu la semaine dernière, qui est dû à Schreier et qui a permis de faire un progrès assez sensationnel dans l'estimation du degré minimal D, pour lequel une hypersurface générique très générale de degré D dans Pn n'est pas rationnelle. Bon, cette estimation n'est probablement pas optimale, mais c'était quand même un progrès par rapport à la borne de Totaro, très important. Donc je vais terminer ça, et après je terminerai en parlant du lien entre décomposition cohomologique de la diagonale et application d'Abel-Jacobi, donc surtout en dimension 3. Donc je rappelle l'énoncé des théorèmes de spécialisation. Bon, alors dans la version géométrique, j'appelle ça plutôt dégénérescence. Donc ça disait la chose suivante. En fait, on peut dire qu'il y a deux parties. Donc on prenait donc une famille, donc alors pi, on va dire que c'est un morphisme projectif, ça c'est même pas si important que ça, mais bon, dans la démonstration c'était quand même mieux. Mais la condition importante c'était plein. Et puis B était une courbe lisse. Ça c'est une condition qui n'est pas cruciale, mais je vais utiliser ça dans la démonstration la dernière fois. Donc on va supposer que XB admet une décomposition de Chow de la diagonale. Et là, c'est pour B, donc un point complexe de B général. Et en fait, la condition, c'est qu'il faut savoir ça pour un ensemble non dénombrable de points dans la base. Alors, et là, il y avait vraiment deux énoncés. Un qui était vrai dans toute généralité. La fibre x0. Donc on se donne un point ici. XB, alors j'avais déjà dit, est lisse. Bon, ça, c'est pas très important. Alors, la fibre x0 admet une décomposition de Chow de la diagonale. Donc ça, c'était juste par spécialisation. Et d'autre part, si, et c'est là qu'on met une condition sur les singularités, si les singularités de x0 sont alors modérées, je vais préciser, rappeler tout de suite ce que ça voulait dire, sont modérées, une des singulations, ou toutes, une ou toutes, c'est équivalent parce que c'est une condition birationnellement invariante, des singularisations de x0 admet une décomposition de Chow de la diagonale. Donc ça, c'était l'énoncé. Alors je dois dire ce que c'est que modéré, et puis après, je vais expliquer sous quelle forme on utilise cet énoncé, plutôt sous la forme de la contraposée. Alors, donc modéré, et bien, dans le cas que j'avais fait, c'était par exemple singularité quadratique ordinaire en dimension au moins 2. Bon, on voyait immédiatement par la démonstration que des singularités isolées avec un diviseur exceptionnel, donc mettons xi avec un diviseur exceptionnel EI pour une désimulation qui est rationnelle,
ça marchait exactement de la même manière. Et puis, en fait, la condition de Coyote-Hélène-Pirotka, c'était il existe une désingularisation qui est Chow universellement triviale. Alors là, l'avantage, c'est que ça marche en toutes avec des singularités non isolées. Donc, en pratique, c'est ça qui est utile. Mais après, il faut quand même se donner du mal pour vérifier la condition. Donc, c'est ça qu'on appelle les singularités modérées. Après, la nature exacte de ces singularités n'est pas très claire. On le voit déjà, par exemple, dans cette condition 2. Il faut avoir, dans ce cas-là, une résolution de singularité avec des diviseurs exceptionnels qui sont rationnels. Donc, c'est une condition qualitative qui ne ressemble pas à ce qu'on a l'habitude de rencontrer en théorie des singularités. Voilà, donc c'était ça l'énoncé. Et donc, comme je l'ai dit, la manière dont on l'utilise, c'est en fait la contraposée. Donc, si x0 a des singularités modérées, donc on a un morphisme comme ceci. Donc sans supposer ça, donc on a juste un morphisme. Donc on a ce morphisme comme ceci. Donc mettons juste plat projectif à fibre générale lisse. Si x0 a des singularités modérées et n'admet pas, et x0 tilde n'admet pas de décomposition de Chow de la diagonale, eh bien, la fibre très générale XB, c'est-à-dire la fibre XB pour B très générale dans la base, n'admet pas de décomposition de Chow de la diagonale et donc n'est pas stablement rationnelle. Sachant que c'est une condition nécessaire pour la rationalité stable. Donc là après, toutes les variantes qui ont été utilisées ont consisté à utiliser des critères différents pour s'assurer que la fibre x0 tilde, la fibre centrale désingularisée, n'admet pas de décomposition de Chow la diagonale. Et le premier, l'invariant principal qui a été utilisé, c'était celui de Hartin-Mumford, qui est le premier invariant disons, calculable et surtout susceptible d'être non trivial pour des variétés rationnellement connexes. Voilà, donc c'était ça la situation. Et donc, ce que je voudrais expliquer, c'est l'application due à cette Pirotka simple. Donc, il dit la chose suivante. Alors, comme conséquence, comme j'ai dit, on conclut que la rationalité n'est pas une propriété ouverte, c'est une variété projective lisse. Donc, concrètement, il regarde P2 croix P3 et il regarde les hypersurfaces. Donc, qui sont dans le système linéaire O de 2, 2, donc PR1 étoile O de 2, tenseur PR2 étoile O de 2. Donc on va prendre Q lisse. Donc on a une famille de telles hypersurfaces qui sont, donc ça c'est paramétré par un ouvert de Zariski dans le système linéaire O de 2, là c'est un peu cavalier comme. Voilà, donc ce sont les variétés qui regardent. Vraiment, c'est difficile d'imaginer plus simple. La propriété importante pour nous, c'est que on est dans P2 croix P3. Donc si je prends une telle hypersurface, si je la projette sur P2, ça va donner un fibré en quadrique de dimension 2. Et donc le résultat est le suivant.
A, eh bien l'hypersurface très générale QM, c'est-à-dire que QM pour M, point très général dans M, n'est pas stablement rationnel. Et par ailleurs, B, eh bien, l'ensemble des points M dans M, tels que QM est rationnel, est une union. C'est une union dénombrable. Mais ça, alors, dénombrable, c'est pas de fermer. Je ne vais pas écrire ce que c'est, parce qu'en fait, je rends compte, aussi, si c'est une union dénombrable fermée. Maintenant, on le sait grâce à Kontsevich-Zickel. Donc, une union dénombrable de fermée dans M. Ça, cette partie est vraiment tout à fait récente. C'est dû à Kontsevich et Schinkel, mais surtout qui est dense dans M pour la topologie usuelle. Topologie usuelle. Alors, bon, le point A, je ne vais pas le démontrer pour la bonne raison que c'est par application de cette méthode, mais évidemment, là, toute la difficulté, c'est de trouver la bonne dégénérescence. C'est de trouver le bon Q0. Il faut avoir à la fois les singularités modérées et s'assurer qu'il y a une obstruction à l'existence d'une décomposition de la diagonale. Et en l'occurrence, l'obstruction, c'est le groupe de Brouwer, donc l'obstruction donc ils construisent une dégénérescence Q0 à singularité modérée, est telle que Q0 tilde a un invariant d'Artin-Mumford qui interdit, qui entraîne que le Q0 tilde n'admet pas de décomposition de la diagonale. Donc c'est vraiment la stratégie qu'on a décrite précédemment. Et par contre, le B, je peux l'expliquer parce que c'est vraiment très simple. Peut-être avant de donner la démonstration, peut-être faire une remarque. C'est que cet énoncé est sensationnel, il est très important, c'est vraiment une nouveauté dans la théorie et l'histoire de la rationalité et des variétés algébriques. Néanmoins, il n'est pas surprenant au sens où c'était vraiment le résultat qu'on attendait, et en particulier, cet énoncé en fait était conjecturé, non pas pour ces variétés-là, mais pour les cubiques de dimension 4. Et là, ça reste évidemment un problème complètement ouvert. Alors pourquoi les cubiques résistent dans cette histoire? C'est qu'il y a une particularité de la géométrie des hypersurfaces cubiques, c'est que dès qu'une cubique devient singulière, sauf si c'est un cône par exemple, mais par exemple dès qu'elle acquiert une singularité nodale par exemple, elle devient rationnelle. Tout simplement parce qu'on la projette depuis le point singulier et ça donne un isomorphisme, une transformation birationnelle entre la cubique désingularisée et éclatée au point et l'espace projectif. Donc, du coup, comme les cubiques ont tendance à devenir rationnelles dès qu'elles deviennent singulières, cette méthode, par définition, ne peut pas marcher parce que là, le point crucial, c'est quand même d'exhiber une fibre singulière, pas trop singulière, qui n'est pas rationnel. Bon, donc là, la méthode, on peut dire, est un peu condamnée à ne pas marcher, à moins d'un miracle, des naissances extrêmement spéciales. Enfin bon, ça, je ne crois pas beaucoup. Est-ce qu'il y a quelque chose qui empêche fondamentalement ces machins d'être irrationnels à quelque chose qu'on pourra faire dégénérer? Évidemment, comme cubique, mais ça pourrait être irrationnel à autre chose. Non, mais c'est ce que je dis. Il pourrait y avoir des dégénérescences cachées. Dans les cubiques, il se passe des choses assez curieuses. Bon, il y a la fameuse dégénérescence de A7 Loyenga-Chat,
assez mystérieuse. La dégénérescence a l'air extrêmement singulière, enfin la cubique dégénérée est extrêmement singulière. Et en fait, il se trouve que sur le plan de la théorie des Hodge, c'est comme si on avait c'est une dégénérescence insignifiante. Donc, je ne dis pas qu'il y a une relation, mais ce que je dis, c'est qu'il pourrait y avoir et ça, je pense que c'est tout à fait lié à ce que tu dis. Éventuellement, dans un autre modèle projectif, on pourrait imaginer des limites, même, je veux dire, par exemple, quand on fait dégénérer une cubique sur un hyperplan multiple, il peut se passer des choses aussi. Donc, je crois que l'argument que je dis, c'est juste que naïvement, ça ne va pas marcher. Après, on ne sait jamais. Voilà, donc, alors, maintenant, j'explique la preuve de B. Donc, eh bien, donc, en fait, ça repose sur le lemme suivant, qui, je pense, apparaissait déjà dans un article antérieur de Hassett et Tinkle. Donc, si je prends Q sur P2, donc une fibration en quadrique de dimension 2. Donc, exactement comme j'ai ici. Alors, bien sûr, il faut supposer que Q soit lisse. Alors, Q est rationnel s'il existe donc une classe alpha, donc il va être une classe de Hodge. Bon, là, je suis sur C, donc je prends une classe de Hodge entière sur Q. Je ne dis pas a priori que cette classe est algébrique, mais a posteriori, elle le sera. Tel que le degré de alpha sur les fibres QS, enfin QT, voilà, pour T dans P2. Donc là, on a une fibration en quadrique. Ça veut dire que si je prends un point T en P2, la fibre QT, c'est une quadrique de dimension 2. Donc je restreins cette classe alpha à cette quadrique et je prends son intégrale. Donc ça donne un certain nombre. Et je demande que ça soit 1. Voilà, alors je vais peut-être démontrer le lemme. C'est de la géométrie. Je pense que maintenant tout le monde connaît très bien cette construction, mais c'est quand même de la belle géométrie. Oui, alors peut-être avant de faire la démonstration du lemme, j'explique pourquoi le lemme entraîne B. Eh bien, c'est par un énoncé de densité du lieu de Nether-Lefschetz ou du lieu de Hodge. Là, donc on a la condition qu'il existe une certaine classe de Hodge. C'est une condition qui n'est pas en général pas satisfaite génériquement, mais la structure de Hodge sur ma variété donc se déforme avec le point T, et donc il y a des points où c'est exactement l'analogue des lieux de Nether-Lefschetz où le nombre de picards saute. Là, on va avoir des points donc qui sont paramétrés, on sait, par une union dénombrable de Fermi algébriques dans la base, sur lesquels ce groupe de classes de Hodge saute. Et donc c'est ça qu'on appelle le lieu de Hodge, c'est la réunion de toutes ces composantes où une classe de Hodge apparaît. Bon, en plus, il faut demander cette condition, mais ça, c'est pas très restrictif. Non. Et donc c'est la densité du lieu de Hodge dans la base M. Alors, cette densité n'est pas automatique, il faut vérifier quelque chose. Alors là, c'est un calcul que j'avais fait. L'an prochain, mon cours sera sur les variations infinitésimales de structure de Hodge. Il y a un critère très simple qui permet un critère de transversalité, qui permet de garantir que le lieu de Hodge est dense. C'est un critère qui se fait par un calcul infinitésimal en un seul point de la base. Et donc, ça marche très bien. Là, on fait intervenir. Ce sont des hypersurfaces dans P2 croix P3. On connaît bien la variation infinitésimale de structure de Hodge. Elle est décrite par la théorie de Griffiths. Et donc,
Donc voilà, la densité du lieu de Nether-Lefschetz, ça c'est un grand classique qui remonte aux années 80-90. Voilà, donc on a cette... Ah non ? Ça ne marcherait pas pour les fibres en conique. Là, le point crucial, c'est que la variété soit de dimension 4. Et puis, il faut quand même faire ce calcul infinitésimal. Hein. Il y a quelque chose sur la... Donc, en particulier, il faut être sûr que... C'est pour ça que je dis dimension 4, parce qu'on veut avoir une variation de structure de Hodge sur la cohomologie de degré 4. Bon, si on garde des hypersurfaces dans une variété pas homogène, donc le théorème de Lefschetz sur les restrictions hyperplanes nous dit qu'il peut y avoir une variation de structure de Hodge seulement sur la cohomologie de degré égale à la dimension de la variété. Donc le fait qu'on soit en dimension 4 est essentiel pour ça. Sinon, ce groupe HDG4 ne va pas changer quand on va varier le paramètre. Enfin bon, non, ça, normalement, je suis censé en parler l'an prochain. Donc maintenant, j'explique la preuve du lemme, qui est quelque chose de très joli. En fait, quand on a une fibration en quadrique comme ça de dimension 2, les fibres QS pour S dans P2, bon, ce sont des quadriques, donc sur C c'est P1 croix P1, mais il y a justement donc ces deux fibrés en droite là, provenant des tirés en arrière, provenant des deux projections sur P1. Donc ce qu'on appelle des réglages, il y en a exactement deux, et ils sont échangés par monodromie. Donc de façon associée à cette fibration sur P2, on a une surface qui est de degré 2 au-dessus de P2, donc qui paramètre donc, ce qu'on appelle des réglages dans les fibres donc QS. Donc on a deux réglages pour chaque point S. Et donc maintenant, au-dessus de cette surface, on a un fibré, c'est vraiment un fibré en conique. En fait, en général, justement, c'est une variété de Brouwer-Severin. Donc d'ailleurs, j'avais un petit peu parlé de cette construction quand j'avais parlé de l'interprétation de l'invariant d'Artin-Mumford en termes de classe de Brouwer. C'était exactement une construction comme ça qui apparaissait. Donc on a un fibré en conique, mais c'est quoi? Un point de sigma, ça paramètre, ça paramètre la donnée d'un point S dans P2 et puis d'un L qui est dans pic QS, qui est le choix d'un réglage. Et donc la fibre de ce fibré en conique, ici, ça va être exactement ce système linéaire L, qui est une courbe rationnelle, mais il se trouve qu'en fait, l'espace, donc on a une famille de courbes rationnelles, mais c'est en général une variété de Brouwer-Severin non triviale. Alors maintenant, justement, le point clé, c'est de montrer que cette condition de l'existence de alpha va nous garantir que cette variété de Brouwer-Severin est en fait triviale. Enfin, l'invariant dans le groupe de Brouwer est trivial. Alors, ça se fait de la façon suivante. Maintenant, ce C, un point de ce C, ça paramètre. Donc, si je prends maintenant un C dans C, il s'envoie sur un point ici, donc ça paramètre exactement une droite delta contenue dans QS, donc qui est dans une des droites dans ce système linéaire. Donc au total, on a finalement maintenant un vrai fibré en P1 qui est le fibré universel, enfin qui est induit du fibré universel en P1 sur la grassmannienne. Donc C s'envoie dans la grassmannienne des droites de P3. Et donc, et finalement, donc ça c'est un fibré en P1. Et ce truc-là s'envoie dans notre Q, simplement parce que là, donc la fibre ici, c'est une droite dans la fibre QS correspondante, donc on l'envoie dans QS. Donc on a cette situation-là, et maintenant, donc, je fais la chose suivante. Donc
Donc, je vais peut-être appeler ça P et ça Q. Et maintenant, la remarque, c'est que... J'essaie de ne pas trop... Tant pis. Bon, à vrai dire, je ne voulais pas effacer ça parce que je voulais en reparler au moment du critère de parler du critère de Schreier, qui est une variante de ça. Et je crois que... Du coup, je vais me mettre ici. Ce n'est pas une très bonne idée, mais enfin... Ah, donc, maintenant, donc, on a notre situation comme ceci. C, donc, qui s'envoie vers... non, pardon, donc, P... donc C, et puis ici je vais vers Q, et là je l'ai appelé Q, et là P. Voilà. Et donc maintenant la condition sur alpha, donc alpha nous fournit une classe de Hodge bêta, donc, qui est P étoile, Q étoile alpha, et ça, ce bêta, c'est une classe de Hodge de degré 2 sur C. Et le lemme un peu évident, c'est que, enfin, ou sous lemme, c'est que le degré de alpha restreint à QS est égal à 1. Si et seulement si, ben le degré de bêta restreint. Alors maintenant, c'est. Donc, je vous rappelle qu'on a une situation comme ceci. Là, et puis tout est ici, au-dessus de P2. Le degré de bêta restreint à la fibre ici. Donc, c'est sigma est égal à 1. Et la conclusion, c'est qu'à l'aide de ce alpha, on a construit un bêta qui est. Alors maintenant, c'est là qu'on a quand même le théorème de Lefschetz sur les classes 1,1. Ça nous dit que c'est la même chose que le groupe de Néron-Severi de C. Donc. Et donc, on conclut que finalement, ce fibrillon conique ici admet un diviseur qui est de degré 1 sur les fibres. Et donc, eh bien, ceci est donc, c'est une variété de Brouwer-Severi triviale, on va dire, admet, de façon équivalente, admet une section rationnelle. Alors cette section rationnelle, je vais l'appeler S. Et maintenant, à l'aide de cette section rationnelle S, bon là je crois. Alors maintenant, on va construire à l'aide de S une section rationnelle, donc P, de P2 vers Q. Ben, c'est très simple. Donc on prend un T dans P2. J'ai S, T, donc on va prendre un point X dans P2. Alors, au-dessus de X, on va avoir, donc on a notre quadrique QX. Et au-dessus de X, j'ai deux points sigma 1, sigma 2, donc qui sont dans sigma, qui paramètrent les réglages. Alors maintenant, j'ai ma section S. S de sigma 1, donc ça me fournit une droite L1, enfin c'est le delta 1, contenue dans QX. Et S de sigma 2, c'est une droite delta 2 contenue dans QX. Et par définition, ces deux droites, en fait, sont dans des réglages différents. Donc, dans des réglages différents. Voilà. Et là, donc, maintenant, on définit un T de X égale delta 1 intersecté avec delta 2. Et si deux droites sont dans les mêmes réglages, elles ne vont pas s'intersecter, mais quand elles sont dans des réglages différents, elles s'intersectent en exactement un point. Et voilà, donc ça nous donne notre section.
Et maintenant, une fois qu'on a la section rationnelle, bon, c'est clair que donc, bon, l'existence de T entraîne que eh bien, notre Q est en fait rationnel sur la base sur, on va dire, C de T2. Et donc, parce qu'on dit qu'on a une quadrique sur un corps qui admet un point, donc elle est rationnelle sur ce corps. Et donc finalement, a fortiori, Q est rationnel. Voilà, donc c'est ça l'argument. Et donc finalement, vous voyez, en conséquence de cette construction, on voit que le alpha qu'on avait ici, en fait, est une classe algébrique. Voilà, donc c'est la seule chose que je voulais dire sur le travail à cette Pirotka et Finkel. Et maintenant, je voudrais parler de la méthode, enfin du critère de Schreier, qui est très intéressant parce que bon, c'est une méthode de dégénérescence tout à fait semblable, qui utilise une partie des ingrédients, mais la condition de Schreier ne va pas porter sur les singularités qu'on a ici. Donc je vais expliquer ça maintenant. Donc il fait la chose suivante, donc ce théorème, donc encore une fois, donc on a cette situation, puis d'une famille dans la liste projective, dans projective plate. On n'a pas vraiment besoin de savoir que la fibre générale est lisse. Et donc, son énoncé est le suivant. Si. Voilà. Donc, si la fibre. Donc, B est une courbe lisse. Voilà. Donc, si la fibre X0 satisfait. Il existe une résolution de singularité telle que, bon, d'abord les diviseurs exceptionnels EI de la résolution donc, sont lisses. Et B, il existe. Alors, bon, on va dire, là je vais mettre une classe de cohomologie non ramifiée, mais de tout autre invariant faisant obstruction, ayant suffisamment de propriétés de fonctorialité, et faisant obstruction à l'existence d'une décomposition de la diagonale, pourrait faire l'affaire aussi. Donc, je vais prendre cet exemple-là. Donc, il y a des variantes, des invariants qu'on utilise. Donc, on prend une classe de cohomologie non ramifiée, avec un L positif et un groupe de coefficients A, avec alpha restreint à EI égale 0, quel que soit Q. Donc il existe une classe alpha non nulle, comme ceci. Alors, la fibre très générale XB donc n'admet pas de décomposition de Chou de la diagonale. Et donc n'est pas stablement rationnel.
Voilà, donc ça c'est la manière dont vous voyez la différence dans les énoncés, situation semblable, mais ici l'énoncé l'énoncé porte sur la condition sur la fibre centrale porte sur la nature des singularités, tandis qu'ici la condition, au bout du compte, dans les deux cas, on va utiliser une classe de cohomologie non ramifiée. Mais là, la condition porte sur la nature des singularités, tandis qu'ici, la condition porte sur une certaine propriété de la classe de cohomologie non ramifiée elle-même qu'on utilise sur la fibre centrale. Alors donc, les applications que Schreier en a tirées sont assez spectaculaires. Donc les hypersurfaces, donc le degré D dans Pn, avec D, alors asymptotiquement c'est comme ceci. Voilà, donc il faut que D soit au moins une fonction de n qui croît comme log n. Donc très général. Ne sont pas stablement rationnels. Donc vous voyez la différence avec l'énoncé de Totaro qui avait une estimation que D devait être à peu près au moins 2/3 de n. Bon là évidemment c'est beaucoup plus petit comme borne, même si on s'attend peut-être à des choses encore plus spectaculaires. Bon, quand je dis corollaire, en fait il y a quand même du travail parce que encore faut-il construire des dégénérescences de ce type-là, et là, évidemment, il y a vraiment des choses à faire. Alors, je vais juste vous expliquer ça, c'est vraiment très très simple. Bon, la démonstration, donc on va faire par l'absurde, si vous voulez montrer la contraposée, hein, c'est comme on a fait cet énoncé-là, il apparaît comme contraposé de l'autre énoncé, donc démonstration. Donc par l'absurde, si vous voulez. Donc si xb donc général très général, ou simplement B dans un ensemble non dénombrable de points admet une décomposition de Chow de la diagonale, et bien donc on a notre étape 1 qui ne nécessitait aucune hypothèse sur les singularités. Alors on sait que x0 admet une décomposition de Chow de la diagonale. C'est toujours l'étape 1 tout à fait inconditionnelle. Donc ça nous donne delta x0 égale x0 croix x0 plus gamma avec gamma, donc ça c'est dans CHN de x0 croix x0, n c'est la dimension des fibres, et avec la condition que gamma soit supporté sur un certain D0 croix x0. Et là c'est un Fermé propre de x0. Alors, comme on l'a fait plusieurs fois, donc maintenant on introduit notre résolution des singularités. Et donc on appelle E, E, ça sera la réunion des diviseurs exceptionnels. On restreint ça à la partie lisse de x0. Du coup, on est aussi dans un ouvert de x0 tilde. Et ensuite, on prend la clôture algébrique, la clôture de Zariski. Et à ce moment-là, on va donc de cette manière, tout remonte au-dessus. Mais là, ce qui se passe, c'est qu'on applique la suite exacte de localisation. Donc pour x0 tilde relativement à son bord E, eh bien, on trouve des termes supplémentaires. Là, dans CHN de x0 tilde croix
x0 tilde 1. Donc là, ce gamma tilde est supporté sur D0 tilde croix x0 tilde 1. Donc là, on a tout remonté, mais il y a ces termes résiduels avec z supporté sur E croix x0 tilde et z' supporté sur x0 tilde croix E. Et bon, et maintenant, c'est la contradiction vient du fait que, comme j'ai expliqué, toutes ces classes, qui sont des classes dans Chow, elles agissent sur la cohomologie non ramifiée. Donc en fait, toute cette démonstration, dans toute cette démonstration, vous pourrez remplacer la cohomologie non ramifiée par n'importe quel invariant sur lesquels les classes les correspondances de Chow agissent et qui sont des obstructions à l'existence d'une décomposition de Chow de la diagonale. Oui. Donc alors maintenant, donc on fait agir les correspondances sur, bien sûr, notre groupe de cohomologie non ramifiée. Et donc en particulier sur notre classe alpha ici. Alors ici, on a la diagonale, donc on trouve alpha. Ensuite, ce terme-là, il agit trivialement parce que le degré est strictement positif ici. Donc ça fait 0. Le terme gamma tilde étoile ainsi que le terme z étoile agissent trivialement. Pourquoi? Parce que si je fais gamma tilde étoile alpha, je vais trouver quelque chose qui est supporté sur d tilde, c'est-à-dire qui va s'annuler sur le complémentaire de d tilde. Mais on a vu que la cohomologie non ramifiée, par restriction à un ouvert, l'application de restriction à un ouvert est injective sur la cohomologie non ramifiée. On a ça. Donc ça, c'est un peu conséquence fondamentale du travail de Bloch-August. Et de façon similaire pour le Z qui est supporté sur E croix x0 tilde. Donc en fait, la seule chose, donc c'est pour ça qu'on a tous ces zéros, et la seule chose qui reste, c'est ce Z' étoile de alpha. Mais le Z', c'est sigma de Z'I, avec Z'I supporté sur x0 tilde croix EI. Et donc maintenant, c'est là qu'on utilise le fait que EI est lisse. Z'I étoile alpha est égal à 0 parce que alpha restreint à EI est égal à 0. Et donc la conclusion, c'est qu'en fait, ce terme-là est aussi égal à 0. Et donc on a montré que alpha égale 0, et ça nous donne notre contradiction. Voilà, donc c'est ça la méthode de Schreiber. Et en fait, il y a vraiment vous voyez, le critère, hein, ça peut paraître technique, mais dans la réalité, c'est finalement ce qu'on cherche à construire est assez différent. Voilà, donc j'en ai fini pour ces applications de la méthode de dégénérescence. Et maintenant, je voulais parler de l'application d'Abel-Jacobi et terminer sur ce sujet. Donc là, pour terminer l'heure, je voudrais revenir sur l'application d'Abel-Jacobi sur les cycles de codimension 2.
Bon, donc on va parler, on va dire, ici j'ai parlé uniquement des cycles de codimension 2. Là, donc ici ça va être ohm ou alge. Donc le X est une variété projective lisse sur C. Et donc ce qu'on doit supposer, c'est que H30 de X est égal à 0 et H1 de X égale 0. Et j'avais expliqué que dans ce cas-là, la jacobienne intermédiaire qui se présente comme un tore complexe en général devient une variété abélienne. Non, principalement polarisée en général, mais le fait est que c'est une... oui, non, j'exagère un petit peu. On va dire, même sans cette condition, c'est aussi une variété abélienne. Voilà, et donc on a l'application d'Abel-Jacobi, donc vers CH2 de X ohm, vers J3 de X. Et donc le premier théorème dont je voulais parler, enfin, je l'ai peut-être déjà mentionné, c'est le résultat suivant, qui est dû à Bloch et Srinivas. Alors, une partie est due seulement à Bloch. Ça dit la chose suivante. Je vais mettre si CH0 de X égale Z, alors en fait, on peut mettre une hypothèse plus faible qui est que, je ne dis pas de bêtises, bon, j'ai un petit doute. Contentons-nous de ça. De toute façon, on va travailler avec des variétés rationnellement connexes, donc ceci va suffire. Donc ceci, CH0 de X égale Z. Eh bien, d'une part, CH2 de X ohm est égal à CH2 de X alge. Et d'autre part, l'application d'Abel-Jacobi, donc CH2 de X ohm, mais qui est la même chose que CH2 de X alge, vers J3 de X, est un isomorphisme de groupe, enfin un isomorphisme. Voilà. Alors là, je dis de groupe, justement, on va revenir sur cette question. Ici, c'est une variété abélienne, comme j'ai dit. Ici, bon, c'est un peu mieux qu'un groupe, mais a priori, ce n'est pas une variété algébrique. Je vais peut-être expliquer ceci, parce qu'on a tous les ingrédients pour. Donc, esquisse la démonstration pour A. C'est assez difficile, hein, ça faisait déjà intervenir finalement la théorie de Bloch-Huggis et un peu de Mercourier-Sousslin aussi. Donc, ce qu'on a vu, ce que disent Bloch et Srinivas, c'est que CH0 de X égale Z entraîne, il existe une décomposition de la diagonale, de Chow de la diagonale, mais un coefficient rationnel. On a le Chow de la diagonale évidemment pour X. Enfin, X admet une décomposition de la diagonale à coefficient rationnel. Et donc, et ça va entraîner que. Alors maintenant, donc, si on regarde, alors ça c'est des choses qu'on a déjà vues, en particulier la semaine dernière, ça va entraîner que le groupe griffe, ce qu'on appelle griffe 2 de X, qui est le groupe qu'on cherche à étudier, là, CH2 de X ohm sur CH2 de X
H, le groupe quotient est de torsion. La semaine dernière, j'avais montré que si on avait une décomposition de Chou de la diagonale, quotient entier, ce groupe-là était trivial, mais c'est exactement la même stratégie, va nous montrer qu'il est de torsion. Mais d'autre part, aussi parce que j'ai une décomposition cohomologique de la diagonale à coefficient rationnel, si je regarde l'application H3 de XZ, H3 bt de XZ vers le H0 de XZAR H3 de Z, là on prend de la cohomologie, puis on a restreint aux ouverts de Zariski, l'image est de torsion. Encore une fois, parce qu'on a la décomposition cohomologique de la diagonale à coefficient rationnel. Alors maintenant, c'est fini parce que on a déjà vu que le faisceau H3 de Z est sans torsion. Et donc on conclut que H3b de XZ vers H0 de H3 de Z est en fait identiquement nul. Et alors maintenant, il y a un petit bout de suite exact, je crois que je n'en avais pas parlé, qui apparaît déjà dans Bloch-Huggels. Je vous rappelle qu'on avait vu la formule qui exprime ce qu'on appelle la formule de Bloch-Huggels, qui exprime le groupe CH2 de le groupe CH2 de X modulo équivalence algébrique. Il exprime de cette manière. Et de plus, on avait vu aussi en examinant la suite spectrale de Bloch-Huggels que ce terme-là, c'était un E2 de 2, c'est la même chose qu'un E2 E infini de 2, ça s'envoyait dans H4 de XZ, et que cette flèche-là, donc ça c'est le terme le plus profond dans la filtration par le coniveau. Et donc cette flèche-là, c'est l'application classe. Donc la conclusion, c'est qu'en fait, le groupe griffe 2 qui nous intéresse, eh bien, c'est exactement le noyau de cette flèche-là. Donc on a ça. Ici, on a une petite suite exacte comme ça. Et maintenant, si vous regardez la suite spectrale, le Bloch-Huggels, avec les annulations qu'on avait racontées, elle va nous donner un petit bout de suite exacte longue comme ceci, H3b de XZ vers H0 de XZAR H3 de Z. Et puis ici, il y a un D2. H2 de XZAR H2 de Z. Et là. Là, c'est juste la suite spectrale avec les dégénérescences qu'on a dues à certaines annulations qui font qu'on n'a pas beaucoup de termes et qu'il n'y a qu'une seule flèche des deux qui intervient. Et ben donc maintenant c'est fini parce qu'on a vu que ceci était 0. Et du coup, on trouve que notre griffe 2, alors le griffe 2 c'est le noyau de cette flèche. Et on trouve que dans ce cas, le griffe 2 de X, c'est en fait isomorphe à ça.
Voilà. Et maintenant c'est fini parce que l'étape d'avant, qui était très naïve, qui était d'utiliser la décomposition de la diagonale à coefficient rationnel, nous garantissait que ce griffe 2 était un groupe de torsion. Celui-ci, on sait qu'il est de torsion. Donc ça va entraîner que celui-ci est de torsion. Or, encore une fois, on sait que celui-ci n'a pas de torsion. Et donc la conclusion, c'est que finalement, le groupe griffe 2 est égal à 0. Ce qui est très dommage, parce qu'on aurait pu espérer s'en servir comme un invariant pi-rationnel intéressant, mais ça n'est pas le cas. Ah oui, alors donc après le... donc là, on a expliqué ça. Pour la partie B, encore une fois, simplement par l'existence d'une décomposition, pour le coup cohomologique de la diagonale, l'existence d'une décomposition de Chow de la diagonale à coefficient rationnel, comme je l'ai expliqué la semaine dernière, va entraîner que cette flèche-là est surjective à un noyau de torsion. Et donc ça, c'est la partie facile qui fait intervenir ceci. Là, c'est la contribution bloc Srinivas. Et la contribution en bloc, c'est le fait que j'ai mentionné l'autre fois que phi x2 est sans torsion. Ça, c'est difficile, c'est dû à bloc. Voilà. Donc dans ces deux cas, vous voyez, la décomposition de Chow de la diagonale à coefficient rationnel, qui est vraiment un truc facile, géométrique, va nous garantir qu'un certain nombre d'objets sont de torsion. Puis après, il faut faire des choses beaucoup plus difficiles, comme j'ai dit, de type plus proche de la catégorie, pour se débarrasser de la torsion. Voilà. Alors, donc maintenant, on a cet énoncé là. Et c'est là-dessus que je voudrais me concentrer à partir de maintenant. Alors, donc on a cet isomorphisme, donc c'est 0 de x égale z, ou x rationnellement connexe, si vous préférez. Il n'y a pas vraiment de différence à ce niveau-là. Donc on a cet isomorphisme CH2 de x alg, ou ohm. Voilà. Donc ça, j'ai dit, donc ça c'est une variété abélienne. Alors maintenant, ceci c'est un groupe, mais c'est un peu mieux qu'un groupe parce que c'est quand même paramétré par des variétés algébriques au sens où, par définition d'un cycle algébriquement équivalent à 0, donc si on a Z un cycle qui est algébriquement équivalent à 0, ça revient à dire qu'il existe un Z dans CH2 de B croix X, avec B, mettons, on peut le supposer, on va supposer simplement projective lisse. Et il existe un zéro cycle Z qui est homologue à 0, c'est degré 0 sur chaque composante de B, avec Z étoile du cycle Z égale notre cycle. Non, ça fait beaucoup de Z. On va mettre, voilà. Donc c'est la définition de l'équivalence algébrique. Et donc, dans ce sens, on voit que ce groupe-là, il est paramétré par des variétés algébriques. Chaque fois qu'on a une correspondance comme ça, on va avoir B, une application de B vers CH2 de X ohm. Bon, là, peut-être supposer que B sera connexe.
et choisir un point de B, un point de référence. Et donc l'application ici va associer à B ce zéro cycle-là. Donc on a plein de morphismes comme ça. Et donc ça permet de donner une sorte de structure algébrique à ce groupe. Et en fait, le même, c'est que l'application de Abel-Jacobi, donc, vu la définition, c'est très holomorphe, ça fait intervenir des intégrales, exactement comme l'application d'Albanese dans la version classique, complexe. Donc le lemme, c'est que ce morphisme est régulier dans la terminologie de Mureux, au sens où, eh bien, pour tout B et Z comme ceci, donc phi Z de B vers J3 de X, qui a B associé phi X de ZB. Bon, là, je suppose pour simplifier que ZB0 est égal à 0. Eh bien, ceci est un morphisme algébrique. Voilà, donc on est dans une situation comme ceci. Et puis, donc, là, il y a un résultat concernant ce morphisme algébrique, ce morphisme régulier. On va dire, je ne sais pas si ça va vraiment servir enfin, ça ne va pas servir pour la suite, mais je le mentionne à tout hasard. Donc Mureux, il faut quand même préciser le Mureux bloc, que le phi x2 est l'homomorphisme régulier universel, au sens où, vous pouvez imaginer ce que ça veut dire. Je me donne un morphisme de groupe de CH2 de X alge vers une variété abélienne, simplement un morphisme de groupe. Je demande que ça soit régulier. Et la propriété d'universalité, ça veut dire que ça va se factoriser à travers... comme ça. Bon, donc il y a ce résultat. Ce résultat, on sait qu'il est faux pour les cycles de codimension au moins 3. Il y a des résultats assez récents d'ailleurs. Walker, Suzuki, enfin, il y a des résultats tout à fait récents qui ont montré que ce résultat est faux pour les cycles de codimension moins 3. Donc là, je vais faire une pause et donc, après, on va continuer sur cet objet-là. Donc on a un homomorphisme régulier ici, ce qui dit que d'une certaine manière, ce truc-là est algébrique. Et donc la question qui manque, enfin, l'énoncé qui manque, c'est savoir si le J3 de X lui-même paramètre vraiment une famille de cycles. Et donc c'est le problème de l'existence du cycle universel. Donc la définition, un cycle universel de codimension 2 pour X. Donc, est un Z unive. Donc, une correspondance. Voilà, un cycle de codimension 2 sur J3 de X croix X. Alors, on va supposer que les fibres sont homologues à 0 ou algébriquement équivalents à 0. Et tel que, eh bien, le morphisme phi Z unive associé
donc il y a B associe phi x donc, de ZB est l'identité. Alors, donc, la question que laisse ouverte ce théorème, c'est l'existence d'un cycle de codimension universelle. Et donc, ce qu'on va voir à la fin de cet exposé, c'est que justement, le cycle universel de codimension 2 n'existe pas en général. Et donc, la première étape, c'est la chose suivante, proposition. Si X admet une décomposition cohomologique de la diagonale, donc cohomologique à coefficient entier, X admet un cycle de codimension 2 universel. Bon, là, je suis en train de parler de mes travaux. Ce sont des choses que j'ai faites entre 2012 et 2015, essentiellement. Alors, démonstration. De toute façon, les démonstrations, essentiellement, sont toujours les mêmes. Donc, on va quand même le faire. Donc, on écrit notre décomposition cohomologique de la diagonale. Donc, sous la forme, bon, je rappelle qu'on désingularisait tout de suite le diviseur D supportant la partie, enfin, le cycle gamma. Voilà. Et donc, ici, on a, donc ça c'est dans une égalité maintenant dans H2n de x croix x z. Donc, ici, le n, c'est la dimension de x. Et donc, et le gamma tilde, il est dans CHn-1 de d tilde croix x. Et puis, on a ici un j. Et le d tilde était de dimension n-1. Voilà, donc on avait ça, et puis à de multiples reprises, on en avait conclu, on a utilisé cette formule, et en faisant agir les différents termes de cette formule sur la cohomologie, on en déduisait que, quel que soit alpha, là je prends la cohomologie de degré 3, eh bien je trouve que alpha est égal à, alors ça agit trivialement, et ça agit par J étoile de gamma tilde étoile alpha. Et ceci, c'est dans H1, dans la cohomologie de degré 1 de D tilde. Donc on a cette formule. Mais il faut voir que, donc ça c'est, là on a une classe de cohomologie de degré 3, donc ici on a une classe de degré 1. En fait, les différents morphismes qui apparaissent ici, le gamma tilde étoile et le J étoile, sont des morphismes de structure de Hall. Alors, ce sont des structures de Hall de poids 3 pour la cohomologie sur X et de poids 1 pour la cohomologie sur D tilde. Et donc, ces morphismes, ils induisent des morphismes correspondants des tors complexes. Et donc, finalement, on obtient une situation comme ceci. Donc on a tous ces morphismes de groupe, là, induits par des correspondances, mais ils vont induire des morphismes au niveau des jacobiennes. Les jacobiennes intermédiaires. Et donc, on a ceci, J3 de X. Donc, voilà, et puis ici, on a ce J étoile de J3 de X. Et ce que dit cette formule ici, donc, dit que le composé
J étoile rond gamma tilde étoile, c'est l'identité. Et maintenant, ici, on a tous ces morphismes qui sont. Donc, ce sont des actions des classes de cohomologie et de correspondance, sont en fait compatibles avec les diverses applications d'Abel-Jacobi. Donc, en fait, je vais avoir aussi ça. Ici, les flèches verticales, ça va être les flèches des applications d'Abel-Jacobi. Pardon. Voilà, et donc ici on va aller dans TH1 de D tilde age, application d'Abel-Jacobi. Et donc et là on revient vers CH2 de X age. Alors maintenant, donc ce qu'on va faire, c'est tout simplement la chose suivante. Le point crucial, c'est que ici, c'est l'application d'Abel-Jacobi pour les diviseurs algébriquement équivalents à 0. Non seulement on sait bien, ça c'est le théorème d'Abel, que c'est un isomorphisme, mais aussi on sait par Poincaré que Poincaré nous donne un diviseur universel qui est un D univ, donc qui est dans CH1, 2. Et bien là, on met la jacobienne qui c'est le pic 0 ici. Donc, c'est un D unif qui satisfait la propriété, exactement la propriété que j'ai écrite là-bas. Sauf que maintenant, on travaille avec le phi des tildes 1. Et alors maintenant, à l'aide de ce D univ, on va construire notre Z univ. Alors, donc on a ce D univ qui est là. Donc, dans un premier temps, on va le remonter en un cycle de codimension 1 paramétré par J3 de X et sur des tildes. Donc, on va faire. Alors, on a ce morphisme comme ça. Voilà. À l'aide de ça, on va remonter le D univ. Et pour l'instant, on est seulement dans ce H1 de J3 de X croix des tildes. Et dans un deuxième temps, on va pousser ce truc-là par le J étoile. Donc on va faire notre Z univ. Ici, on va pousser maintenant, ça c'est un cycle de codimension 1 paramétré par J3 de X. Et on va le pousser par, donc ça sera I de J3 de X. Ici, on va mettre J. Et on va le pousser comme ça. Et là, il faut mettre comme ça. Et maintenant, ce truc-là, il est dans CH2 de J3 de X croix X. Et si vous regardez ce que fait ce cycle, enfin le phi Z univ associé, bah c'est exactement le J étoile rond gamma tilde étoile dont c'est l'identité. Enfin, il a été exactement fabriqué pour ça. Voilà. Voilà, donc on a cette condition. Et maintenant, je vais me concentrer sur le cas de la dimension 3. Où il se passe plus de choses. Ça, on a déjà parlé lorsque j'ai évoqué le critère de Clemens-Griffiths. Donc maintenant, dimension de x égale 3. Et la raison pour laquelle cette dimension est très particulière pour l'étude du groupe CH2, c'est le fait que J3 de x est canoniquement, donc là je fais x rationnellement connexe ou CH0 de x trivial. Ce qui est crucial, c'est d'avoir là justement H30 de x égale 0 et H1 de x égale 0. C'est ça qui va
nous donner cette conséquence. J3 de x est une variété abélienne principalement polarisée. Et plus précisément, eh bien, le diviseur θ sur J3 de x, θx, qui dépend bien sûr de x, donc il correspond. Donc, si on interprète, si on regarde uniquement la classe de cohomologie de ce θx, ça va nous donner une classe dans le H2 de ce truc-là. Ça c'est donné par une forme d'intersection. Donc, voilà. Donc, une forme d'intersection alternée. Donc, ça va être dans lambda 2 H1 de J3 de x z dual. Ce J3 de x est exactement fabriqué pour que, de façon que son réseau d'homologie de degré 1 soit sur la même chose que H3 de x z. Alors, je devrais mettre modulo torsion. Et là-dessus, donc, ce qu'on va mettre, c'est la forme d'intersection. Donc, on a ce diviseur θ dont j'ai déjà parlé. Alors, cette variété abélienne, elle est de dimension G qui est avec, bien sûr, 2G égale B3 de x. Et donc, maintenant, donc on a ce qu'on appelle la classe minimale, donc, qui est une classe dans donc, HDG, si je vais mettre 2G-2. Voilà, donc, si vous voulez, c'est une classe d'homologie de degré 2 et qui est définie par ceci. Donc, on prend le θx puissance G-1, bien sûr, le θx c'est la classe du diviseur θ. θx puissance G-1, c'est une classe de 1 cycle, même de courbe, hein, vous prenez des intersections successives de translatées du diviseur θ. Mais il se trouve qu'on peut diviser par ce G-1 factoriel et garder une classe entière. Et donc, c'est ça qu'on appelle la classe minimale. Minimale parce qu'on ne peut plus la diviser. Et donc, alors cette classe minimale, elle jouait un rôle important dans le théorème de Clemens-Griffiths, un critère de Clemens-Griffiths, qui peut se reformuler de la manière suivante. Si x est rationnel, donc x est liste projective de dimension 3, et bien cette classe, θx g-1 sur g-1 factoriel, est la classe d'un cycle effectif. Donc par Matsusaka. Cet énoncé-là est équivalent à dire que J3 de x, θx, est un produit de jacobienne. Alors maintenant, donc, voilà un analogue du théorème de ce critère de Clemens-Griffiths, mais qui finalement va fonctionner pour la rationalité stable, parce que ça va passer à travers l'existence d'une décomposition cohomologique de la diagonale. Donc là, j'avais fait une partie en 2012 et puis j'ai complété finalement en une équivalence plus tard.
Donc l'énoncé donne une caractérisation nécessaire, enfin un critère nécessaire et suffisant pour qu'une variété rationnellement connexe de dimension 3, projective 10 bien sûr, admet une décomposition cohomologique de la diagonale, si et seulement si. Et là, il y a trois conditions. D'une part, la torsion de... Alors, je vais mettre ici toute la cohomologie. Mais en fait, comme x, là je mets la cohomologie dans tous les degrés, mais comme x est rationnellement connexe, il n'y a pas de H1. De toute façon, le H1 n'a jamais de torsion. Il n'y a pas de torsion dans le H2 parce que x est simplement connexe. Donc la première torsion qui apparaît, c'est le H3. La torsion dans le H3, elle contrôle la torsion dans le H4 par le théorème des coefficients. Et donc, en fait, la seule qui compte, c'est l'invariant d'Artin-Mumford. Il n'y a pas miraculeusement un nouvel invariant qui serait apparu dans l'intervalle. Voilà, donc c'est la condition A, quoi. X admet un cycle universel de codimension 2, et C, la classe minimale θx g-1 sur g-1 factoriel, donc est algébrique. C'est une classe de Hodge de degré 2g-2 sur la jacobienne, et on ne sait pas a priori qu'elle est algébrique, on sait seulement que quand on la multiplie par g-1 factoriel, elle est algébrique, et c'est une condition nécessaire. Voilà, donc je vais essayer d'expliquer. Alors peut-être, oui, je vais expliquer cette démonstration, mais tout d'abord, comme conséquence de cet énoncé, on voit qu'en fait, il existe des variétés qui n'admettent pas de cycle de codimension 2 universel. Donc, il existe des variétés, même on peut mettre des variétés rationnellement connexes de dimension 3, n'admettant pas de cycle universel de codimension 2. Et plus précisément, si je prends un x qui est donc on va prendre la désingularisation d'un solide double quartique très général avec exactement 7 nœuds. C'est-à-dire, je prends les solides quartiques avec 7 nœuds paramétrés par la composante principale, et là, à l'intérieur de ça, je prends celui qui est très général, enfin, j'en prends un qui est très général. Alors, pourquoi ça? Ce qui se passe, c'est que pour un x qui est comme ça, donc, alors ça, c'était un théorème qu'on a montré je ne sais plus quand. D'abord, enfin, c'était il y a 2 séances, je pense. On sait, ça c'est la méthode de spécialisation, que x n'admet pas de décomposition cohomologique de la diagonale. Et donc, ça veut dire qu'une de ces 3 conditions ne peut pas être satisfaite, n'est pas satisfaite. Et par ailleurs, Ndras nous dit qu'un x comme ça n'a pas d'invariant d'Artin-Mumford. Donc le A est satisfait.
Et par ailleurs, pour le C, en fait, ce qu'on sait, c'est que, vous voyez, c'est pour ça que je mets 7 nœuds. Quand vous prenez un solide double quartique avec qu'un nœud en position générale, la jacobienne intermédiaire est de dimension, la dimension générique qui est 10, moins le nombre de nœuds. C'est pour ça que je prends des nœuds en position générale, sinon le compte de dimension n'est pas bon. Et donc là, on a 7 nœuds, ça va nous dire que la dimension de J3 de X est 3, et toutes les variétés abéliennes principalement polarisées de dimension 3 sont des jacobiennes. Donc dans ce cas-là, et on sait donc que la classe minimale est algébrique. Et donc ça veut dire que la condition C est aussi bonne. Et donc la conclusion, c'est que sur cette variété qui n'admet pas des compositions homologiques de la diagonale, c'est forcément la condition B qui n'est pas satisfaite. Voilà. Voilà, donc maintenant, la seule chose qui reste à faire, c'est de démontrer ceci. Alors, on a déjà pas mal travaillé. Ce qui m'a pris le plus de temps à comprendre, c'est finalement bon, vous voyez, cet énoncé, c'est une équivalence. Donc, ça nous dit que A, B et C sont des conditions nécessaires pour qu'une variété de dimension 3 admette une décomposition homologique de la diagonale. Donc, en particulier, des conditions nécessaires pour qu'une telle variété soit stablement rationnelle. Donc, alors maintenant, voyons la nécessité. On a déjà pas mal travaillé. Donc, la nécessité, c'est-à-dire l'implication dans ce sens-là. A, c'est le B à bas, hein, c'est ce qu'on a fait depuis le début. Voilà. Le B, c'est très exactement la proposition. Qui est encore là. Et donc, maintenant, ce qu'il faut montrer, c'est le C. Et donc, pour montrer ça, il faut quand même comprendre ce que c'est que cette classe minimale. Cette classe minimale, donc, finalement, qu'est-ce que la classe minimale ? Donc, je vais appeler peut-être appeler gamma. Je vais l'écrire plutôt comme ça. Bon, il faut bien voir qu'on a un isomorphisme comme ceci. Je triche un peu parce que l'isomorphisme naturel, c'est entre l'homologie H1 et la cohomologie H3. Mais bon, après, il y a la dualité de Poincaré qui se met pour donner un isomorphisme comme ça. Cet isomorphisme, si on a un cycle universel, il sera précisément donné par ce Z univ étoile. Enfin, quoi qu'il en soit, en tout cas, on a un isomorphisme comme ceci. Donc, ça veut dire que quand on a une classe de cohomologie de degré 3 ici, ça va nous donner une classe que je vais noter alpha J, qui est de degré 1 ici. Et alors maintenant, par définition, maintenant il faut réfléchir un petit peu. Oui, il faut regarder les choses un petit peu plus près. Cette gamma est caractérisée, et ça c'est simplement dû au fait que la polarisation principale là-dessus, elle vient de la forme d'intersection unimodulaire sur ce groupe de cohomologie. Et à ce moment-là, donc on voit que gamma est caractérisée par la formule, eh bien, quel que soit alpha
bêta dans H3 de x, z, somme sur gamma, alors de ces mêmes classes vues comme des classes de cohomologie de degré 1 sur x. Là, c'est une classe d'homologie de degré 2, donc pour la caractériser numériquement, j'ai juste à calculer toutes les intégrales de deux formes sur gamma est égal à somme sur x. Voilà, ça paraît, c'est totalement formel, il n'y a rien de difficile, mais c'est cette formule qui nous permet de comprendre ce que c'est que la classe minimale. Alors maintenant, donc, une fois qu'on a ça, alors là, je pense que... Bon, maintenant, preuve que, alors donc on dit C, que C est nécessaire. Bon, alors là, je vais tricher un peu parce que le calcul est un petit peu compliqué. Donc on suppose que, ça veut dire qu'on suppose qu'on a une décomposition cohomologique de la diagonale, comme ceci. Voilà, donc on a ça. Avec un d tilde, ceci, qui va être une surface. Bon. Donc ça, c'est dans H6 de x croix x z. Donc ce qu'on a vu de multiples fois, c'est que donc ça, c'est une surface lisse. Donc ça entraîne que, quel que soit alpha, peut-être noter alpha x dans H3 de x z, on trouve que alpha est égal à eh bien, j étoile de gamma tilde étoile de alpha. Avec ceci dans H1. Bon, alors maintenant, c'est là que je vais tricher. Je vais supposer que en fait, ce morphisme ici est une immersion, ce qui est en fait essentiellement jamais le cas, mais bon, après il faut faire le cas essentiellement où le d tilde s'envoie sur un, enfin, on va dire, oui, on pratique des éclatements et donc on peut supposer que c'est une injection sur chaque composante. Mais là, globalement, je suppose que c'est une immersion. Et alors, donc, ce qu'on fait, c'est d'abord, on prend cette formule et on en déduit immédiatement le calcul de la forme d'intersection. Donc, somme sur x, donc ce que j'ai appelé alpha x, bêta x, x. Bon, donc là, je remplace alpha x par cette expression, bêta x par cette expression. Et ce que je trouve, en fait, c'est somme sur d tilde. Alors là, il y a une petite formule d'excès qui apparaît, et c'est là que je suppose que c'est globalement une immersion. Et là, je vais mettre. Maintenant, c'est vraiment d tilde contenu dans x, donc il a une classe de cohomologie de degré 2, et puis je peux regarder sa classe. Et ici, je trouve ça. Et puis là, je vais trouver gamma tilde étoile alpha x. Voilà. Donc là, c'est vraiment remplacer alpha x par cette valeur, bêta x par la valeur correspondante. Et on a un nombre d'intersections à calculer sur x, sachant que les classes de cohomologie viennent de d tilde. Donc il y a une formule d'excès qui se met et on la retrouve ici. Pour avoir une formule aussi simple, évidemment, j'utilise le fait que mon diviseur est plongé. Là, maintenant, c'est fini parce que ça,
c'est la classe d'un... Il faut voir que ce d'éthyle, c'est une surface, et ça, c'est la classe d'un 1 cycle. Donc, d'éthyle restreint à d'éthyle. Donc, c'est un diviseur sur la surface d'éthyle. Donc, je vais l'écrire sous la forme sigma de NI ZI. À ce moment-là, donc ceci, ça devient sigma sur I de NI somme sur ZI. Et là, je vais mettre gamma tilde, donc étoile alpha x restreint à ZI. Et là, je vais mettre gamma tilde étoile bêta x restreint à ZI. Et maintenant, peut-être, oui. Donc, vous voyez ce qui se passe. J'ai toutes ces courbes ZI avec le cycle gamma tilde I qui est gamma tilde restreint à ZI croix X qui vont donner des phi gamma tilde I. Et ce phi gamma tilde I, il est exactement tel que phi gamma tilde I étoile de alpha j égale gamma tilde I étoile de alpha x. Et ça, c'est exactement ça le sens de ces isomorphismes. Et la conclusion, c'est que la formule que j'ai ici, elle me dit exactement que si j'oppose z égale sigma de ni, donc phi gamma tilde I de ZI, donc ça c'est un cycle dans J3 de X, eh bien ce un cycle représente la classe minimale. Pourquoi? Parce que je calcule somme sur Z de alpha j extérieur bêta j, et par cette formule ici, c'est exactement alpha x somme sur x de alpha x extérieur bêta x. C'est exactement le sens de ce développement. Voilà, bon, donc c'est. En un certain sens, c'est juste un calcul. Mais qui illustre finalement un peu la subtilité de cette classe minimale quand même. Et alors donc, oui, pour finir, il ne faut pas oublier qu'on a une équivalence. Donc pour l'instant, on a montré que effectivement ces trois conditions sont nécessaires. Et maintenant, il faut montrer inversement que si A, B et C sont satisfaits, eh bien, on a une décomposition cohomologique de la diagonale. Donc, alors là, je crois que je ne vais pas refaire ce genre de calcul. J'imagine que c'est un peu éprouvant. Alors donc, voilà, donc maintenant on se pose A plus B plus C. Et on veut construire une décomposition cohomologique de la diagonale. Alors donc l'étape 1, c'est que H étoile de XZ est sans torsion. Ça me donne qu'il existe une décomposition de cunette de delta X, enfin de la diagonale, donc il prend la forme delta X égale donc le sigma de delta I 6 moins I, et ça doit être dans HI de XZ, tenseur H 6 moins I de XZ. Bon, ça déjà, c'est là qu'on utilise le fait que la cohomologie n'a pas de torsion.
Alors maintenant, le second point important, c'est que H4, alors bien sûr H0, H6 de x et z, donc alors ça c'est la classe d'un point, ça c'est la classe de x, et puis on sait que H2 de xz est algébrique, ça c'est Lefschetz sur les classes 1,1 parce que c'est une variété rationnellement connexe, il n'y a pas de H2 de haut, et H4 de xz est algébrique, ça c'est plus dur, ça c'est on sait que dont j'ai parlé plusieurs fois sans le démontrer, donc ça c'est pas dû à moi-même, je ne sais plus. Et c'est vrai plus généralement pour. Enfin bon, en tout cas, c'est vrai pour les variétés rationnellement connexes que la cohomologie entière de degré 4 est algébrique. Et donc la conclusion, c'est que dans tous ces. Finalement, donc, ça veut dire que si je prends delta 0,6, bon, ça va me donner x croix 1 point. Delta 6, 0, ça va me donner point croix x. Delta 2, 4 et delta 4, 2, ce sont des cycles décomposables. Ça va sur des classes de cycles décomposables. Et donc, en particulier, ce sont de la forme, donc c'est engendré par des choses comme ceci, avec, selon les cas, codimension de WI égale 1 ou 2. Et en tout cas, ce sont des classes de cycles qui ne dominent pas X. Donc pour notre problème de décomposition cohomologique de la diagonale, la conclusion c'est que seul le terme de delta 3,3 voilà. Et pour faire marcher la décomposition cohomologique de la diagonale, donc, ce qu'il nous faut, c'est la chose suivante. Il faut donc un cycle T dans CH3 de x croix x qui soit supporté, alors dans la pratique, il sera sur un produit comme ceci, D croix D, avec D inferné propre, et qui a la propriété que le T étoile sur H3 de XZ cette condition-là, ici, c'est exactement la condition que si on prend la classe de cohomologie de T, on prend sa composante de cunette de type 3,3, on trouve exactement le delta 3,3. Voilà, donc c'est ce qu'il nous reste à faire, et c'est ça qu'on va faire à l'aide de ces conditions A, B et C. Non, justement, A, on n'en a plus besoin. C'est B et C qui vont intervenir maintenant. Et en fait, ça, c'est très facile. Donc, eh bien, donc, d'une part, donc on a un Z unive qui est dans CH2 de J3 de X croix X. Et par ailleurs, on sait que, donc ça c'est donné par B, et par ailleurs, on sait que la classe minimale est algébrique, donc on a un cycle, on va dire gamma égale sigma de NI gamma I. Alors, on peut s'appeler, on les appelle ZI. Hein. Donc les ZI sont des courbes. Tel que donc, un cycle représente la classe minimale. Donc, alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va restreindre. Donc on va poser ZI égale donc, le cycle universel restreint à ZI croix X. Et alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Oui. Donc du coup, donc ça c'est dans CH2 de ZI croix X. Maintenant, avec ça, on peut regarder ZI croix ZI, qui est une correspondance entre le produit ZI croix ZI et X croix X. Et notre cycle T, ça sera tout simplement
Donc, P égale sigma sur I de NI. Et là, on va prendre ZI croix ZI, étoile de la diagonale de ZI. Voilà, donc ça vous nous donne alors, ce cycle-là. Vous notez qu'il satisfait, d'abord, effectivement, il ne domine pas, il est bien supporté il ne domine pas X par aucune des deux projections, parce que c'est à cause de la manière dont il est construit. On va voir que ça, c'est une courbe, ça, c'est une famille de 1 cycle. Donc, si on prend le support de ZI et son image en X, ça va donner au mieux une surface. Donc, en fait, on peut prendre pour D l'union de ces surfaces. Voilà, donc ça satisfait cette condition d'être supportée sur D croix D. Puis après, il faut montrer que cette condition, que T33, c'est delta 33, et c'est là que normalement je devrais vous infliger un second calcul de forme d'intersection. La formule à montrer, c'est pour montrer que c'est la classe de la diagonale de façon équivalente, il faut vérifier que somme sur T de alpha x extérieur bêta x égale somme sur somme sur T de PR1 étoile alpha x extérieur PR2 étoile bêta x. Donc on va tester la classe de T sur tous ces produits-là et on veut montrer que c'est somme sur x de alpha x extérieur bêta x, qui est ce qu'on obtient quand on teste ces produits-là sur la diagonale de x. On veut montrer toutes ces égalités. Et comme vous vous en doutez, on va refaire le même genre de calcul là-bas et utiliser dans l'autre sens le fait qu'on est parti de cette condition que sigma de NI ZI est la classe diagonale. Bon, donc là, il y a un calcul que malheureusement, donc je ne veux pas le faire. Je voulais juste terminer avec un cas qui me tracasse énormément et que je trouve très intéressant. Donc là, on considère que la preuve du théorème est terminée. Et c'est le cas des cubiques de dimension 3, où il se passe quelque chose de très particulier. Suite aux travaux de Clemens et Griffiths, je pense qu'on pensait tout savoir sur les cubiques de dimension 3. Et en fait, ce n'est pas tout à fait vrai. Et là, il y a une chose particulière dans ce cas, qui est le fait suivant, une proposition. Si la classe minimale, bon, là on sait que le G, dans ce cas-là, c'est 5, c'est la dimension de jacobienne intermédiaire. Si la classe minimale est algébrique, donc de J3 de X avec X est algébrique, alors X admet un cycle de codimension 2 universel. Bon, ça c'est pas trop dur à démontrer, mais en fait, finalement, la conclusion c'est qu'on ne sait pas, on ne sait répondre à aucune de ces questions dans ce cas-là. Le problème, donc X, donc cubique de dimension 3, très général, d'accord. Est-il vrai que X admet, enfin non, est-il vrai, je ne sais pas terrible. X admet-elle un cycle
universelle de codimension 2. Une question très très classique. La classe minimale θ4 sur factoriel 4 est-elle algébrique? Voilà. Bon, tout ce qu'on sait, c'est que ce que dit cette proposition, c'est qu'une réponse affirmative à ça entraînerait une réponse affirmative à ça. Mais au bout du compte, on ne sait ni répondre à aucune des deux questions. Et 3, x est-elle stablement rationnelle? Clemens et Griffiths nous disent que x n'est pas rationnel, mais après, pour la rationalité stable, on ne sait pas. Et donc, il y a ces questions-là qui sont, a priori, enfin, c'est belle à regarder. Et voilà, je vais m'arrêter là.